Est-ce que les Iraniens seront présents demain lundi à Islamabad pour un nouveau round de négociations? Pour l'heure, seule la délégation américaine est confirmée. J.D. Vance, le vice-président américain, est annoncé. Chaque camp s'accuse de violer le cessez-le-feu. Donald Trump menace même de bombarder les ponts et les infrastructures électriques si aucun accord n'est trouvé. On fait le point avec Timothée Marouzé. Des pétroliers toujours à l'arrêt. Depuis 48 heures, l'artère commerciale d'Ormuz reste totalement bloquée, figée. Image diffusée par la télévision iranienne pour montrer que Téhéran contrôle la zone. Une nouvelle impasse diplomatique qui n'arrange pas Donald Trump, qui souhaite aller vite et qui annonce de nouveaux pourparlers dès lundi. Mes représentants se rendent à Islamabad au Pakistan où ils seront demain soir pour des négociations. L'Iran a récemment annoncé la fermeture du détroit, ce qui est étrange puisque notre blocus l'a déjà bloqué. Il nous aide sans le savoir. Mais en cas d'échec des négociations, Donald Trump prévient « Fini de jouer les gentils ». En face, Téhéran est toujours prêt à discuter mais reste inflexible, notamment sur le blocus de ces ports imposés par les États-Unis. En tout cas, les Iraniens suivent leur ligne. Négocier, oui, mais en prenant son temps. Il existe actuellement plusieurs points de désaccord. Ils ont des opinions divergentes sur le nucléaire, sur le détroit d'Ormuz et sur des questions similaires, tandis que nous, en tout état de cause, restons fermes sur nos positions. À Islamabad, au Pakistan, la ville se prépare. Sécurité renforcée, routes fermées, barbelés et checkpoints autour de l'hôtel Serena, où devraient prendre place demain les délégations iraniennes et états-uniennes. À Antalya, en Turquie, le ministre turc des Affaires étrangères se dit serein pour la suite. Un cessez-le-feu de 2 semaines, c'est une bonne chose. Mais impossible de tout régler en 2 semaines. Il faut le prolonger, en espérant qu'une prolongation sera accordée. Je suis optimiste à ce sujet. Mais certains points doivent encore être clarifiés. Si les négociations échouent à nouveau, la presse américaine révèle que les États-Unis préparent déjà une opération militaire d'envergure. Le détroit d'Ormuz, axe clé du conflit et de l'économie mondiale. Bonsoir Sylvain Domergue, vous êtes spécialiste de géopolitique maritime. Qui, selon vous, contrôle ce détroit, les Américains ou les Iraniens? Même Donald Trump semblait se poser la question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Alors évidemment, c'est difficile de répondre. Le plus simple, c'est de dire que ce sont les Iraniens qui contrôlent le détroit, mais c'est un peu simple de dire les choses comme ça, puisque les Américains, en bloquant le golfe d'Oman, c'est-à-dire en empêchant les navires d'intérêt iranien à rentrer ou sortir dans le détroit, puis de rejoindre les ports iraniens, eh bien, a touché les Iraniens très fort au portefeuille. D'ailleurs, on a bien vu que leur réaction épidermique par la suite les avait beaucoup frappés. C'est un contrôle mutuel, mais ce qui est gênant dans cette histoire, c'est qu'avant cette guerre, tout fonctionnait normalement, il n'y avait pas de contrôle particulier, il y avait un respect du droit international, et là, eh bien, c'est plus compliqué. Alors, un détroit totalement bloqué, vous nous le confirmez. Est-ce qu'on sait combien de bateaux ont pu passer le temps de sa réouverture, qui a été assez bref finalement? Alors, il y a les chiffres officiels et puis il y a les chiffres des navires dont l'AIS était éteint, c'est-à-dire le transpondeur qui permet de le géolocaliser. On peut citer peut-être, on peut dire une dizaine, peut-être une vingtaine de navires qui ont pu passer. Les chiffres ne sont pas encore parus dans le détail. Il y a des navires qui s'étaient engagés et puis qui ont fait demi-tour, donc ça rend les chiffres un peu difficiles à analyser. Mais en gros, pas beaucoup plus d'une dizaine, c'est-à-dire à peu près le rythme normal que l'on observe depuis le 28 février. Et la fermeture du détroit. Alors, des négociations sont annoncées demain lundi au Pakistan. Ces deux nations peuvent-elles instaurer un péage, même si c'est contraire au droit international? Il en a été question. Tout est toujours possible d'un point de vue opérationnel, mais il faut complètement évacuer cette hypothèse. Les Iraniens aimeraient bien instaurer un péage, mais je pense que c'est plus une posture que véritablement une véritable intention. Instaurer un péage, ça mettrait en difficulté ses propres clients, à savoir la Chine, ça créerait des tensions très fortes avec les autres pays du Golfe. Personne n'a vraiment intérêt à mettre en place un péage, et alors surtout les Américains, il faut complètement
évacuer cette hypothèse parce que les Américains sont vraiment les promoteurs de la liberté de navigation depuis plus d'un siècle. Après la Première Guerre mondiale, et avant eux c'était les Britanniques, et puis avant eux c'était les Hollandais. C'est un vieux concept qui a 4 siècles, hein, le principe de libre navigation, a fortiori dans les détroits. Pourquoi est-ce que c'est impossible? D'abord parce que d'un point de vue juridique aux États-Unis, un tel accord nécessiterait l'accord du Congrès, ce qui est très loin d'être gagné, loin s'en faut. Et puis derrière, parfois Donald surtout, Trump prend quelques libertés, même avec le Congrès, et donc on n'est pas à l'abri non plus. Oui, enfin, il prend des libertés jusqu'à ce que comment dirais-je, la procédure normale entre en application, ce qui se produit à chaque fois. Et là, le Congrès enregistre ou n'enregistre pas. Et là, c'est loin d'être gagné, mais c'est pas le plus grave. Ce qui est plus problématique, c'est que un tel précédent générerait justement une jurisprudence à l'échelle internationale. Et là, demain, qu'est-ce qui se passerait? Le Canada appliquerait un potentiel péage dans ces détroits de l'Arctique. La Russie ferait de même avec Bering ou avec ses propres détroits arctiques. La Chine ferait la même chose en mer de Chine méridionale. Pourquoi pas le Danemark dans la Baltique, ce qu'elle faisait jusqu'au milieu du 19e siècle. Enfin, c'est absolument impossible à concevoir. Si jamais ça se produit, c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'entendait jusqu'à présent. Oui, on a bien compris, un retour impossible, un retour en arrière impossible selon vous. Si un accord est trouvé, à quand un retour à la normale dans ce détroit qui est vital pour l'économie mondiale? Alors dans l'hypothèse où un accord serait trouvé, un modus vivendi serait trouvé sans filtrage, sans blocage, donc en gros un respect du libre passage, il faut compter probablement environ 1 mois pour récupérer un trafic normal dans les deux sens, peut-être avec des petites variations, mais 1 mois pour la région, pour le golfe Persique et les environs, et puis sans doute un peu plus de temps pour un retour du trafic normal dans les ports périphériques de l'océan Indien qui fonctionnent en réseau avec cette région. Donc ça va prendre du temps. Merci Sylvain Domergue d'avoir accepté notre invitation.